Bonsoir à tous, 20 h, c'est l'heure du journal sur RTI 1. Bienvenue et tout de suite les titres. En visite officielle au Qatar, le président Alassane Ouattara a échangé ce dimanche avec le secteur privé qatari pour présenter aux hommes d'affaires les atouts économiques de la Côte d'Ivoire et les inciter à saisir les nombreuses opportunités d'investissement dont regorge le pays. Dans quelques mois, un 4e pont va permettre de rallier facilement les communes de Yopougon et d'Atekoubé. Mais la construction de l'ouvrage entraîne la démolition de certains édifices. Les populations des sites concernés ont été recensées et vont être indemnisées. À Zouenoula, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, plus de 300 victimes d'inondations, des quartiers entiers sous les eaux depuis que le fleuve Bondaman est sorti de son lit ce vendredi. Aucune perte en vie humaine, les premiers secours sont organisés et apportés aux sinistrés. Un typhon sème le chaos à Hong Kong et arrive en Chine continentale. Plus d'une cinquantaine de personnes ont été tuées aux Philippines par le super typhon et au moins 200 blessés ont été signalés à Hong Kong. Merci de nous suivre sur RTI 1 ce dimanche 16 septembre. Il a été constaté une coupure d'électricité dans plusieurs communes de la ville d'Abidjan et aussi dans certaines villes de l'intérieur du pays. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE explique que ce désagrément est le fait de perturbations intervenues sur le réseau haute tension. Elle annonce que des équipes sont déjà sur le terrain pour les travaux de rétablissement de la fourniture d'électricité. Il est arrivé hier à Doha, au Qatar. Le président Alassane Ouattara est en visite officielle à l'invitation de l'émir qatari. Cette deuxième visite du président ivoirien au Qatar va permettre aux deux chefs d'État d'échanger sur les voies et moyens de renforcement de la relation entre leurs deux pays. Awa Touré. Aéroport international Hamad de Doha, ce samedi 15 septembre, arrivée du président de la République Alassane Ouattara au Qatar pour une visite officielle les 16 et 17 septembre. La deuxième, après celle qu'il a effectuée en mai 2013 dans ce pays de la péninsule arabique à l'invitation du père de l'émir qui a abdiqué en sa faveur le 25 juin 2013. La Côte d'Ivoire et le Qatar, il faut le rappeler, sont liés par plusieurs accords de coopération. Les derniers en date, 4 au total, ont été signés lors de la visite de l'émir du Qatar à Abidjan en 2017. Il s'agit du protocole de coopération dans le domaine des sports et 2 mémorandums d'entente entre les deux gouvernements dans le domaine de la jeunesse et de la culture, ainsi qu'un accord relatif aux services aériens. Les deux chefs d'État, à l'occasion de cette visite officielle, vont donc faire le point sur les relations de coopération entre les deux pays et trouver les voies et moyens pour les renforcer. Autre articulation du séjour du président Alassane Ouattara au Qatar, la visite du musée d'art islamique, du chantier de construction du métro de Doha et la rencontre avec le secteur privé du Qatar. Le président ivoirien a donc échangé aujourd'hui dimanche avec les acteurs du secteur privé qatari. Il a été question de présenter aux hommes d'affaires les atouts économiques de la Côte d'Ivoire afin de les inciter à y investir, notamment dans les secteurs des services, des infrastructures, des banques et des finances. La rencontre a été organisée par le CPC et les chambres de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et du Qatar. Nous vous proposons d'écouter le président Alassane Ouattara à la suite de cette rencontre d'affaires. La Côte d'Ivoire est dans un ensemble régional et c'est important de le souligner parce que vous avez le marché ivoirien qui est un marché de 25 millions d'habitants. Nous sommes dans un ensemble monétaire d'abord qui fait 100 millions d'habitants avec les 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest sur cette union économique et monétaire où le franc CFA qui est notre monnaie est arrimé à l'euro. Nous avons 36 à 40% selon les années de la production régionale et bien sûr plus d'un tiers des exportations. Ça veut dire l'importance de la locomotive Côte d'Ivoire dans cette union économique et monétaire ouest-africaine.
Nous sommes également membres de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO représente près de 350 millions d'habitants. C'est important de le signaler parce que la Côte d'Ivoire peut être une porte d'entrée pour vos investissements, pas seulement dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 100 millions d'habitants, mais également pour la CEDEAO qui fait 350 millions d'habitants. Nous avons l'ambition d'aller beaucoup plus loin dans la transformation de nos matières premières, parce que c'est cette valeur ajoutée qui nous permettra d'avancer encore plus rapidement si nous voulons maintenir un taux de croissance aussi élevé. Le numéro 2 ivoirien a quant à lui quitté Abidjan ce dimanche pour Washington aux États-Unis d'Amérique. Le vice-président y va pour des journées d'hommage en l'honneur de l'ambassadeur Andrew Young, diplomate afro-américain de renom, grand militant des droits civiques des Noirs aux États-Unis et ancien compagnon de lutte de Martin Luther King. Nalin Kablon Duncan, en marge de cet hommage, va rencontrer des investisseurs intéressés par la destination Côte d'Ivoire avant de regagner Abidjan le mercredi 19 septembre prochain. Qui est Andrew Young, cet ambassadeur qui aura marqué l'histoire politique des États-Unis? À 86 ans, l'homme continue de susciter respect et admiration. Retour sur son parcours avec Michel Digré. Andrew Young reste l'une des grandes figures encore en vie du mouvement de lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Collaborateur clé de Martin Luther King, Andrew Young est nommé en 1977 premier ambassadeur afro-américain des États-Unis auprès de l'ONU. Élu maire de Atlanta en 1981, son mandat coïncide avec une récession qui entraîne une réduction des fonds fédéraux pour les villes. Il s'est tourné alors vers les marchés internationaux pour des investissements à Atlanta. Il attire ainsi 1100 nouvelles entreprises pour environ 70 milliards de dollars d'investissement et plus d'1 million de nouveaux emplois créés dans la ville. C'est cette expérience professionnelle et politique qu'il veut partager à travers la création en 2013 d'une fondation qui porte son nom. La fondation Andrew Young soutient et fait la promotion de l'éducation, de la santé, du leadership et des droits humains aux États-Unis, en Afrique et dans les Caraïbes. L'ambassadeur Andrew Young a une affection toute particulière pour la Côte d'Ivoire et son premier président, Félix Houphouët-Boigny, qu'il a côtoyé. Le président Félix Houphouët-Boigny était un homme très calme, très fort, un homme dévoué et un homme qui avait une foi véritable en Dieu et en son peuple. Et je pense que c'est son esprit qui a permis à la Côte d'Ivoire de demeurer forte et en sécurité. La fondation Andrew Young entend soutenir plusieurs projets en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture. Ici, en Côte d'Ivoire, un 4e pont va bientôt relier les communes de Yopougon et d'Atekoubé. La construction de l'ouvrage nécessite cependant la démolition des habitations et autres bâtiments. Les populations des sites concernés ont été recensées. Quand et comment va se faire leur indemnisation? Isaïeo. Les communes de Yopougon et d'Atekoubé, bientôt reliées par un 4e pont. Des bornes sont déjà placées tout le long du tracé pour indiquer le passage de cet ouvrage. Les populations recensées depuis 2016 sont sensibilisées. Moussa Maïga est locataire dans une cour commune au quartier Rouge, mairie, à Adjamé, depuis une 30aine d'années. Touché par la mesure, il s'inquiète du délai imparti pour se trouver un autre logement. On va chercher une maison, puisqu'ils ont dit que nous, on n'a qu'à chercher la maison. Si on a trouvé la maison, ils vont nous donner l'argent. Ils vont nous dommager. C'est 3 mois, ils ont dit. Il y a d'autres qui ont dit 3 mois, il y a d'autres qui ont dit 4 mois. C'est dans ça, on est dans ça. À Yopougon, quartier Doucouré, nouveau bureau, le stress est le même pour les populations. Personne n'est contre le développement d'un pays. Voilà, donc nous-mêmes, dès que les gens sont venus au quartier Doucouré, on a mis un comité de suivi pour pouvoir aider les agents recenseurs, pour pouvoir faire notre travail. Vaut mieux de quitter dans la précarité que de rester dans la précarité. Habitant le quartier Mosikro,
Ousmane Konaté ne cache pas son angoisse quant à un éventuel déguerpissement. S'il donne l'argent, nous sommes livrés à la maison. Il n'a pas cassé nous, mais si tu n'as pas donné l'argent. Comme ça, il a parlé. 14 000 personnes sont concernées par le déguerpissement pour la première phase de la construction de ce 4e pont. Sur la base des listes dressées, des discussions à titre individuel se déroulent en ce moment entre les populations à déguerpir et les agents de l'AGEROUTE, agence de gestion des routes, à Yopougon, à Tékoubé et à Djamé. À l'issue des échanges, chacun sera situé sur le montant à percevoir. Cette discussion ne se fait pas sans grief des omis de la liste. Moi-même, mon nom ne me fait pas. Pourtant, j'ai les papiers de AGEROUTE. Les reçus sont là en bonne et due forme. Voilà, ils sont en train d'étudier dans la salle. Donc j'attends qu'est-ce qui va se passer. Ces omissions seront réparées selon les responsables de l'opération. Les personnes qui ne voient pas leur nom, elles font les réclamations et le cabinet qui a effectué le recensement les prend en compte, recherche les dossiers afin de les inscrire sur les listes. En attendant que la question du dédommagement soit réglée, le coordonnateur est sur le terrain pour voir l'avancée des travaux. Il s'agira effectivement de construire des bâtiments pour les logements du personnel chinois qui va arriver et parallèlement construire aussi des bâtiments pour les bureaux de la mission de contrôle, des bureaux pour le maître d'ouvrage, donc l'agence de gestion des routes AGEROUTE, de sorte que sur cette plateforme d'un hectare, tout le monde soit là pour la gestion effective du projet. Le 4e pont sera financé par la Banque africaine de développement BAD et la Côte d'Ivoire. Issa Ouattara, le coordonnateur du projet à l'AGEROUTE, explique comment les opérations de dédommagement vont se dérouler. Cette indemnisation, elle est stratifiée en fonction de la vulnérabilité des populations et en fonction du type d'occupation. Et donc, quand vous regardez, vous allez constater que les montants ne seront pas les mêmes. Ce qu'il faut noter dans ce projet, c'est que l'État a plutôt fait du social. L'État a indiqué que pour les locataires, nous allons payer 4 mois de loyer. À côté de cela, il y a ce que nous appelons les propriétaires. Et les populations qui en fait sont les propriétaires non résidents. On indemnise le terrain si éventuellement le terrain a un titre foncier. On indemnise la personne pour avoir perdu le loyer. Et à côté de ça, on a envoyé des experts évaluer toutes ces maisons-là. Et les montants sont définis. Et c'est ces montants-là que nous payons aux personnes. Il rassure que personne ne sera laissé pour compte. Dans les accords de prêt, il a été clairement indiqué que les personnes doivent être payées, indemnisées d'abord avant qu'elles ne partent. C'est des personnes qui sont restées là pendant des années et donc, si elles doivent partir, il faut les accompagner. Pour les usagers de la route, ce 4e pont permettra de résoudre l'épineuse question des embouteillages à Yopougon. Chaque fois qu'on vient à Yopougon, c'est vraiment un stress énorme. Parce que ce qui explique qu'il y a autant d'embouteillages, c'est qu'il y a une seule entrée, une seule sortie. Donc franchement, on nous a promis un 4e pont. Je prie que vraiment ce 4e pont arrive parce que vraiment ça va venir nous soulager. La construction du 4e pont va durer 26 mois. Long de 7,2 km, ce pont, dans sa première phase, part d'Adjamé sapeur-pompier à Yopougon-Yaosei, en passant par le quartier Boribana à Atekoubé. Coût de la construction, 140 milliards de francs CFA. Le dédommagement des populations sera de 30 milliards de francs CFA. Une quarantaine de pays africains se sont réunis à Abidjan pour apporter une solution à la problématique de l'employabilité en Afrique. Le 5e sommet des partenaires sociaux, une rencontre de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et de l'Organisation internationale des employeurs, OIE. Nadia Edja et Cheikh Kone. Durant 2 jours, une quarantaine d'organisations du monde du travail en Afrique a planché sur la question de l'employabilité des jeunes africains. Au titre des décisions de cette rencontre, la mise en œuvre de plans d'action nationaux, la digitalisation des économies africaines et l'investissement dans le secteur de l'agriculture et de la technologie. L'Organisation internationale des employeurs, OIE, a rappelé le rôle prépondérant de ses membres dans l'application de ces résolutions. We need to really work
Nous devons travailler sur des plans d'action efficaces pour faire la différence et renforcer notre rôle en tant qu'acteur du secteur privé. Pas seulement pour développer des entreprises, mais aussi pour créer des emplois. Hôte de cette rencontre, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CEGC, a rappelé sa volonté de promouvoir l'emploi des jeunes pour une économie dynamique. L'emploi reste avant tout un problème économique. En accueillant le présent sommet, la CEGC marque son engagement en faveur des politiques économiques qui non seulement créent la croissance, mais aussi des emplois décents en quantité suffisante pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Selon les statistiques concernant le continent africain, 1 million de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi chaque mois. La population active s'accroît de 18 millions par an et 80% des emplois sur le continent sont dans l'informel. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette réalité. C'est pourquoi le gouvernement s'attelle à faire de l'emploi des jeunes une priorité. Depuis 7 ans, nous avons un taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Malgré ces résultats obtenus, l'emploi, surtout celui des jeunes, reste un défi important et une priorité pour le gouvernement ivoirien. Dès lors, vous comprendrez notre intérêt à être associés à ces travaux en vue de trouver des réponses pragmatiques et des solutions concrètes afin de construire un avenir décent pour la jeunesse de notre pays et lui donner un motif d'espoir. À ce jour, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement ivoirien en faveur de l'emploi des jeunes à travers la création de l'agence Emploi Jeunes. L'année scolaire 2018-2019 a démarré le lundi 10 septembre dernier. Quel bilan le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dresse de l'année écoulée? Et quels sont les grands défis pour cette nouvelle année scolaire? La ministre Kandia Camara a répondu à ces questions dans le magazine de ce dimanche avec Hamza Diaby. La gestion académique et pédagogique revient à l'État, revient au ministère. Mais la gestion sociale d'un établissement revient aux parents parce que l'école, c'est l'affaire de la communauté. Et d'ailleurs, de plus en plus, les partenaires exigent vraiment une gestion communautaire de l'école. C'est-à-dire l'État construit, l'État équipe, mais on implique la communauté dans la gestion de l'école. À quoi servent ce qu'on appelle les frais annexes? D'abord, il faut savoir que c'est quelque chose de légal parce que la possibilité est donnée au comité de gestion de lever des cotisations à hauteur de 3 000 francs maximum par an, et cela doit être fractionné. Et donc, ces fonds permettent d'abord, d'assurer l'entretien des écoles, le gardiennage de l'école, et puis aussi de faire certaines réparations légères. Il faut savoir aussi qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'établissements qui ont été construits sans latrine, sans point d'eau, non électrifiés. L'État essaie de faire ce qu'il peut, mais parfois les parents eux-mêmes, pour le confort de leurs enfants, pour permettre à leurs enfants d'étudier dans un cadre adéquat, les parents eux-mêmes se cotisent et effectivement font face à ces difficultés. Je suis souvent surprise d'entendre des parents dire que nous ne sommes pas d'accord avec les frais annexes. Ce n'est pas le ministère qui fixe les frais annexes. Ce sont les comités de gestion. Oui, mais pas seulement les membres du bureau de comité de gestion. Avec l'ensemble des parents. Avec l'ensemble des parents. Il faudra aussi que quand les parents sont convoqués à une assemblée générale, qu'ils y aillent. L'école est totalement gratuite au niveau du primaire et c'est une décision qui a été prise par le chef de l'État pour que les coûts de scolarisation ne soient pas un frein à l'éducation des enfants et à leur formation. Et je dis bien, cela est totalement gratuit. Il n'y a pas de frais d'inscription au niveau du primaire. Les kits scolaires sont offerts aux plus de 4 millions d'élèves de Côte d'Ivoire, ainsi que les manuels scolaires. Donc, il n'y a pas de frais du tout. On s'intéresse maintenant au cacao ivoirien qui est de nouveau dans les ports du Brésil, après l'interdiction de son importation en 2013 par les autorités brésiliennes. Les industriels brésiliens du cacao veulent importer à partir de São Pedro 60 000 tonnes de cacao d'ici décembre prochain. Ils ont échangé avec les responsables du premier port d'exportation du cacao au monde, Sam Kona. Des industriels brésiliens du cacao et du chocolat
au port autonome de San Pedro. Une image qui en dit long, puisqu'il y a 6 ans, le Brésil avait cessé d'importer du cacao venant de la Côte d'Ivoire. Cette visite obéit donc à la levée du blocage des exportations du cacao ivoirien à destination des ports brésiliens. Un premier bateau chargé de cacao est parti en juillet dernier et 60 000 tonnes de fèves de cacao sont annoncées avant la fin de l'année à partir du premier port exportateur de cacao au monde. On est très content d'être ici. L'objet de la visite ici, c'est pour venir remercier le gouvernement ivoirien pour l'effort qu'ils ont consenti auprès des autorités brésiliennes aussi pour la reprise de cette activité. C'est le plus grand pays producteur mondial de meilleure qualité de cacao. Et si ils n'arrivent pas à importer le cacao de meilleure qualité, des plus grands producteurs, c'est qu'ils n'ont pas encore atteint leur niveau de broyage et d'importation. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus remercier et profiter pour visiter les installations du plus grand port au monde exportateur de cacao. Il y a 2 cargaisons qui partent jusqu'à la fin de l'année. Le Brésil, avec ses 214 millions d'habitants, veut se positionner comme un partenaire commercial et technique dans le trafic du cacao ivoirien. Et le port autonome de San Pedro, qui représente 53% des exportations nationales de cacao, entend saisir cette opportunité. Surtout que seulement 25 à 30% des exportations du cacao sont destinées aux Amériques. Heureux de cette visite, les responsables du port autonome de San Pedro ont offert des souvenirs à leurs nouveaux partenaires. À Genoula, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, plusieurs quartiers sont sous les eaux, inondés depuis ce vendredi par le fleuve Bandamant qui est sorti de son lit. Aucune perte en vie humaine, mais plus de 300 familles sont concernées selon les autorités municipales. Une cellule de crise a été mise en place afin d'apporter les premiers secours aux sinistrés. Ngana Konaté. J'ai perdu tout. Actuellement, vous avez laissé tout ce qu'il y a dans la maison là-bas. Je suis assis ici. Tout ça à cause de l'eau. À cause des bandements de jeunes là. Il faut regarder comment je suis assis. Des maisons sous les eaux avec son corollaire de dégâts matériels. Le spectacle est désagréable. Le fleuve Bandamant, qui est sorti de son lit, a plongé la population dans une angoisse totale. Depuis 4 jours, l'eau là a commencé à venir. Tu vois, les gens ils sont sur l'eau. Quand tu vas aller tout dessus, l'eau va te prendre. C'est pourquoi, vraiment, on est sorti. Vraiment, on ne sait pas où aller. Tout le quartier. Voici ma maison qui est là. On n'a pas pu sauver tous nos trucs. Nous sommes déjà ici. C'est tout le quartier même qui a envahi. On ne sait pas où aller. Vraiment, on demande de l'aide aux autorités. C'est la maison qui est là. L'eau a envahi la cour. Ça a pris la porte même. C'est un peu, ça va toucher le plafond. Surpris par la montée des eaux, certains n'ont même pas eu le temps de récupérer leurs effets personnels. J'étais à Abidjan, mon mari m'a appelé que l'eau venait. J'ai dit, il n'a qu'à faire sortir mes affaires. Il n'a pas pu sortir. Il y a des choses qui sont dedans. J'ai perdu toutes mes choses dedans. Voici ma cour qui est là. C'est ici, nous dormons. On a des trucs nécessaires dedans là-bas même. On n'a pas pu évacuer tout. D'autres sont restés dedans là-bas. Donc c'est ici on prépare, c'est ici on fait tout. Voici ma natte sur laquelle on dort. Dans le quartier Sokura Dangbe, l'eau a délogé les habitants. Certains ont abandonné leur maison pour trouver refuge chez les voisins et d'autres au foyer polyvalent. Présentement, je dors en haut là-bas. Je suis debout le matin, on est là. Bon, moi je ne sais pas où je vais partir. L'axe Genoula-Daloa n'a pas été épargné. L'eau a carrément coupé la voie, obligeant les populations à solliciter l'aide des piroguiers. Par jour, on peut traverser peut-être 100 personnes, centaines de personnes. Souvent, ça dépasse. Même les villages qui sont derrière le pont sont inondés. Nous avons Poizra, Gouéra, les gens ne peuvent plus aller là-bas, ni Sukuvoa ne peut plus se déplacer. Que la mairie ne peut pas couvrir cette catastrophe-là qui dépasse même notre entendement. Face à cette situation, une cellule de crise a été mise en place par les autorités pour apporter des vivres et non-vivres aux sinistrés. Le président Charles Dibi nous a envoyé expressément pour donner des vivres et des non-vivres afin de soutenir les populations sinistrées. Aucune perte en vie humaine, mais cette montée des eaux du fleuve Bandamant a causé d'importants dégâts matériels et surtout la désolation chez les habitants. L'aide continue donc de s'organiser pour venir au secours des sinistrés.
L'ambiance est tout autre à Boisflé, cette ville du centre-ouest ivoirien qui a abrité la finale du concours Radio Vacances 2018. Après 2 mois de compétition, c'est Daoukro qui a remporté la grande finale. Kwasio Kwame. Boisflé, théâtre de la finale de Radio Vacances 2018, était en compétition pour le concours CRAC Daoukro, Adiaké et Boisflé. Woyo, Gagnoa, Boisflé et Acheguakro. Pour le reporter sportif amateur Bundiali, Boisflé et Gagnoa. Le maire de Boisflé s'est réjoui du choix de sa commune pour abriter ce concours intercommunal. Ici, il y a la paix. Ici, il y a le vivre ensemble. Il y a la cohésion. Il y a ce slogan qui dit « Quand c'est beau, c'est la Maraoué et c'est chez nous ». Le thème de cette édition est les maladies transmissibles et non transmissibles. Des maladies que l'on peut éviter en se retenant, en se protégeant ou en changeant simplement de comportement. Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique loue le mérite de la RTI qui accompagne le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour le bien-être des populations ivoiriennes. Une bonne opportunité que saisit le ministère pour amplifier ces messages auprès de la population et les aider ainsi à rompre ce que nous appelons la chaîne de transmission de ces pathologies. Au terme d'une compétition de très bon niveau, c'est Daoukro qui est monté sur la plus haute marche du podium. Nous avions eu la chance de suivre toutes les manches éliminatoires et on a eu toutes les questions. Et c'est sur ça que nous avons travaillé. Pour le producteur exécutif de l'émission, la RTI véhicule le message de prévention au profit de tous. Sachant très bien que la santé est l'une des priorités du gouvernement, je crois qu'il est de notre devoir d'accompagner le gouvernement à faire la sensibilisation. Boisflé a raflé les prix du meilleur reporter sportif, amateur et Woyo. Boisflé a également reçu le trophée d'honneur Acheguakro, la meilleure mobilisation, et la commune de Niablé, la meilleure organisation. L'actualité dans le monde cette semaine nous conduit en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie, où un puissant typhon avec des rafales enregistrées à plus de 250 km/h a fait de nombreuses victimes aux Philippines et à Hong Kong et aussi en Chine. Le 7/7 avec Olivier Riebi et Gabriel Zani. Washington menace de sanctionner les juges et procureurs de la Cour pénale internationale CPI s'ils s'en prennent aux Américains et pays alliés. Dans une déclaration faite le lundi, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche a annoncé que des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre les juges de la CPI s'ils se rendaient aux États-Unis pour enquête contre les soldats américains. Incarcéré pour corruption et déclaré inéligible d'un scrutin dont il est prétendu favori, l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a renoncé mardi à sa candidature pour la prochaine présidentielle dans le pays. Il a passé le témoin à son colistier Fernando Haddad. Il purge depuis avril 2018 une peine de 12 ans pour corruption massive et blanchiment d'argent. Des ténors de l'opposition de la RDC, dont Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi et Adolphe Muzito, réunis mercredi à Bruxelles en Belgique pour dénoncer le processus électoral. L'opposition pose des conditions pour participer au scrutin du 23 décembre prochain. Elle exige le retrait de la machine à voter ainsi que celui des 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale du fichier électoral, faute de quoi pour elle, le gouvernement serait tenu responsable des dérives. Décédé le 18 août à l'âge de 80 ans à Genève en Suisse des suites d'une brève maladie, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a été inhumé jeudi dans le cimetière militaire d'Accra, la capitale de son pays natal, le Ghana. L'illustre disparu a eu droit à une cérémonie d'hommage tenue en présence de plusieurs chefs d'État. Kofi Annan a dirigé l'Organisation des Nations Unies de 1997 à 2006. Il fut également lauréat du prix Nobel de la paix en 2001. L'ouragan Florence a atteint vendredi les côtes de la Caroline au nord-est des États-Unis. Bien que rétrogradée en catégorie 1, la tempête représente toujours un danger pour les habitants du fait des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations et des coupures d'électricité. Le bilan fait état de 13 morts et des milliers de déplacés.
Des milliers de Maliens ont manifesté samedi à Bamako à l'appel de l'opposition pour dénoncer la fraude qui, selon elle, a permis la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis la confirmation le 20 août dernier de la victoire du président malien par la Cour constitutionnelle, l'opposition conduite par Soumaïla Cissé continue de protester. Les mouvements de soutien au président IBK avec à leur tête Aboubakar Sidibé multiplient les appels au calme. Le typhon Mangkhut a sémé ce dimanche le chaos à Hong Kong, faisant trembler ses gratte-ciel après avoir frappé le nord des Philippines où il a fait plusieurs victimes. La tempête tropicale, considérée comme la plus puissante depuis le début de l'année, a ravagé des zones agricoles du nord de l'île de Luçon, la plus grande de l'archipel philippin, provoquant inondations et glissements de terrain. Après le passage du typhon aux Philippines, le bilan fait état de plus de 64 morts. Dans la ville de Hong Kong, l'on enregistre au moins 2 morts et de nombreux blessés. Et rappelons pour terminer qu'une coupure d'électricité est survenue dans plusieurs communes de la ville d'Abidjan et aussi dans certaines villes de l'intérieur du pays. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE explique que ce désagrément est le fait de perturbations intervenues sur le réseau haute tension. Elle annonce que des équipes sont sur le terrain pour les travaux de rétablissement et l'électricité se rétablit d'ailleurs progressivement dans les zones concernées. Voilà, merci de nous avoir suivis ce dimanche soir. Très bonne fin de soirée à vous tous et à demain, 20h sur RTI 1.